plasmides de résistance, ce qui a été observé, c'est que généralement, ils ne sont pas intégratifs. Donc, on peut retrouver des plasmides de résistance qui sont conjugatifs, mais la plupart du temps, ils ne s'intègrent pas au génome de la cellule hôte. Alors, ce qui permet, je dirais, ça reste quand même un point intéressant, parce qu'en termes de résistance aux antibiotiques, la résistance peut être portée soit au niveau chromosomique, soit au niveau plasmidique. Donc, on connaît un certain nombre d'espèces bactériennes qui sont naturellement résistantes à certains antibiotiques portés au niveau chromosomique. Donc, le simple fait d'identifier le genre ou l'espèce bactérienne nous renseigne déjà si elle est déjà résistante ou pas. Maintenant, lorsque on sait que cette résistance n'est pas portée au niveau chromosomique, si on observe une résistance, la plupart du temps, on sait que c'est une résistance qui a été acquise par conjugaison bactérienne. C'est ça vraiment qui aujourd'hui est l'une des problématiques majeures de la dissémination des multirésistances avec les souches bactériennes, donc les BMR, bactéries multirésistantes, ensuite les hautement résistantes, voire aujourd'hui aux premières bactéries dites XDR. Alors il n'y a pas de terme français pour traduire, mais malheureusement aujourd'hui, on connaît des souches bactériennes qui sont résistantes à toutes les classes d'antibiotiques connues. Donc, qui nous place aujourd'hui, malheureusement, parfois dans cette situation, devant des échecs thérapeutiques où l'utilisation des antibiotiques devient quasiment impossible. Voilà, donc je passe, je vous laisserai regarder. Donc les bactériocines, voilà, donc c'est la capacité. Alors bien évidemment, les bactéries sont en compétition les unes avec les autres, et donc certaines bactéries ont développé la capacité de pouvoir lutter contre deux bactéries capables donc de produire des composés toxiques pour d'autres bactéries en créant des protéines qui vont s'insérer dans leur paroi, former des pores, ou alors dégrader des acides nucléiques, etc. Alors, tout en sachant que très souvent, ces bactériocines visent des souches bactériennes qui sont généralement apparentées et donc proches des bactéries qui les produisent. Donc, par exemple, chez Escherichia coli, on connaît un plasmide qui s'appelle le plasmide Col, qui permet aux Escherichia coli de lutter contre d'autres entérobactéries. Vous en avez, par exemple, chez les entérobactéries, etc. Alors, les plasmides de virulence, en santé, il faut quand même en parler, parce que certaines capacités des bactéries à nuire à notre santé va être liée, par exemple, donc, à la capacité à produire des composés qui vont être responsables de la virulence et donc de la pathogénicité. Donc, par exemple, Escherichia coli, à la base, ce n'est pas une mauvaise bactérie. La plupart des bactéries Escherichia coli font partie de notre flore digestive, de notre flore au niveau des différents tractus urogénitales, etc. Et généralement, ne nous posent pas de problème particulier. La plupart du temps, c'est lorsqu'elles vont acquérir de nouvelles propriétés par l'intermédiaire de ces plasmides. Et donc, par exemple, Escherichia coli peut acquérir un plasmide de virulence dit entérotoxinogène et qui va être responsable du fait que cette bactérie va déclencher à ce moment-là des diarrhées. Alors, une autre propriété liée à ces plasmides, notamment qui sont intégratifs, c'est la capacité, lorsqu'ils s'intègrent dans le génome d'une bactérie, de quelque part créer des souches bactériennes dites à haute fréquence de recombinaison. Donc, quand vous avez comme ça donc un plasmide qui s'intègre, donc il va faire partie intégrante du génome bactérien. Alors là, bien évidemment, il perd la capacité à se répliquer de façon autonome. C'est-à-dire là, le plasmide va se répliquer au moment où la bactérie va se diviser. Et donc la division va être initiée à partir de l'origine de réplication du chromosome bactérien. Par contre, ces bactéries, puisqu'elles possèdent l'information génétique responsable de la conjugaison bactérienne, vont permettre à ces bactéries de continuer à faire de la conjugaison bactérienne. Alors pour éventuellement des plasmides qui sont présents dans le cytoplasme, mais également permettre le transfert d'informations génétiques de nature chromosomique. Donc, lorsque ces bactéries dites à haute fréquence de recombinaison se mettent à exprimer un pilus, un réplisome va se mettre, un relaxasome va se mettre en place. Et à ce moment-là, à partir de l'origine de transfert, eh bien, on parle l'intermédiaire notamment des systèmes de rolling circle permettent de commencer à faire le transfert d'une copie de l'un des brins du complexe plasmide chromosome vers l'autre cellule. Ce qui veut dire que
initialement, vous allez avoir des premières séquences qui sont des séquences d'origine plasmidique qui vont commencer à être transférées, mais derrière, vous allez avoir des séquences chromosomiques. Et donc, vous voyez qu'à ce moment-là, ce n'est pas simplement du matériel plasmidique qui est transféré d'une bactérie à l'autre, mais également du matériel chromosomique. Alors, ce mécanisme, la plupart du temps, ne permet pas le transfert de la totalité du matériel chromosomique, parce que ça demanderait ça demanderait beaucoup de temps, et la plupart du temps, la connexion entre les bactéries s'arrête. Ce qui veut dire que l'information génétique qui est proche de l'origine de transfert du plasmide et les gènes qui se retrouvent à proximité vont avoir une probabilité beaucoup plus importante d'être transférés avec une fréquence élevée que des séquences qui se retrouveraient à l'autre bout. Alors bien évidemment, lorsque cet ADN est transféré et qu'une partie de l'ADN chromosomique a été transférée, la plupart du temps, les séquences homologues vont se retrouver surtout au niveau de l'ADN chromosomique qui a été transféré, non pas de l'ADN plasmidique. Et donc à ce moment-là, on peut assister à des mécanismes de recombinaison homologues avec des mécanismes de double crossing over pour permettre d'échanger tout simplement des portions de chromosomes entiers entre l'endogénote de la cellule receveuse et l'exogénote, cette fois-ci, qui provient d'une autre bactérie. Donc voilà, donc c'est un mécanisme qui généralement permet de transférer un certain nombre de gènes. Donc là, on peut avoir une dizaine ou une vingtaine de gènes qui peuvent se transférer. Alors bien évidemment, ça peut ne pas paraître beaucoup. Alors, quand on prend une bactérie telle que Escherichia coli, le génome, c'est quand même, pour 4 millions de paires de bases, c'est entre 400 et 500 gènes minimum. Donc c'est un nombre limité de gènes, mais ça permet cette fois-ci de brasser des allèles, comme on l'aurait eu dans des espèces sexuées. Et effectivement, on obtient à ce moment-là des fréquences de recombinaison qui sont bien supérieures à celles qu'on peut observer dans d'autres situations. Donc voilà, donc ici, simplement pour illustrer ce mécanisme qui est qu'à partir de l'origine de transfert, qui est d'origine de nature plasmidique, eh bien, les gènes qui se trouvent juste après vont avoir une fréquence, permettent d'avoir une fréquence de transformation des bactéries receveuses plus importante. Et plus vous éloignez, moins la probabilité de transfert est importante. Alors, on peut arriver à faire un transfert total en milieu artificiel, si vous laissez des bactéries dans des environnements qui sont stables, peu perturbés. Escherichia coli peut assurer un transfert de la totalité de son génome en l'espace de 60 minutes et permettre d'avoir des recombinaisons plus importantes. Mais là, généralement, la connexion entre bactéries est perturbée bien avant, et ce qui limite énormément les possibilités de recombinaison pour les gènes qui se trouvent à distance. Donc voilà, en termes simplement de résumé, donc la conjugaison, vous avez deux niveaux, celle qui concerne essentiellement les plasmides et qui permettent de transférer un plasmide par l'intermédiaire de la conjugaison bactérienne d'une bactérie fertile vers une bactérie non fertile, et la bactérie receveuse devient à son tour fertile. À l'inverse, dans le cas des souches à haute fréquence de recombinaison, donc ça nécessite l'intégration du plasmide de fertilité et du facteur F dans le génome de la cellule receveuse, et à ce moment-là, cette souche devient une souche à haute fréquence de recombinaison. Par contre, comme le plasmide, lui, n'est quasiment jamais transféré en totalité puisque le transfert s'arrête avant, la conséquence, c'est que la bactérie receveuse va rester non fertile, donc elle perd la capacité, elle, à se connecter à une autre bactérie et à pouvoir faire la même chose. Et donc, le phénotype de la bactérie receveuse reste celui d'une bactérie dite F-. Donc voilà. Donc vous avez au moins la théorie. Vous verrez probablement avec Dr Milgren, il vous parlera des différentes configurations et des problèmes que posent notamment ces bactéries résistantes, multirésistantes aux antibiotiques. Alors, dernier mécanisme, qui est la transduction. Alors, mécanisme à ne pas négliger, parce qu'on a
tendance à penser que les vecteurs viraux n'interviennent pas tant que ça dans les modifications, les évolutions du génome. Et ben, on se rend compte que si. Alors la transduction, donc c'est d'un point de vue purement historique, hein, c'est le dernier mécanisme qui a été mis en œuvre et qui a été mis en évidence par Joshua Lederberg en 1951. Alors si vous remontez un petit peu historiquement, il est responsable de la découverte notamment de la conjugaison bactérienne juste avant. Et notamment, il reproduisait tout simplement des expériences qu'avaient fait d'autres chercheurs, et lui-même également, hein, pour voir un petit peu ce que l'on obtenait lorsque l'on faisait ces systèmes de conjugaison bactérienne avec les tubes en U. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, normalement, si vous perturbez, hein, vous mettez 2 souches bactériennes et que vous perturbez le contact, normalement, il n'y a pas de transfert de capacité d'une bactérie à l'autre. Et normalement, ces bactéries, sur un milieu minimum, elles ne poussent pas. Or, Joshua Lederberg, il s'est rendu compte, lorsqu'il faisait ses expériences, que parfois, il obtenait quand même quand il faisait les expériences avec les tubes en U, il obtenait des bactéries qui avaient acquis de nouvelles compétences, comme si quelque chose était quand même passé. Et c'est ce qu'il a appelé, lui, la transduction. Et ce dont il s'est rendu compte que cette transduction et ce transfert de nouvelles propriétés étaient liés en fait à des virus, tout simplement parce que dans les solutions qu'il préparait, il avait des contaminations virales. Et ça nous ramène à un type de virus qui joue un rôle particulier chez les bactéries, que sont les bactériophages. Donc les bactériophages, donc ce sont des virus inféodés aux bactéries, et donc qui n'infectent que les bactéries. Donc chaque bactériophage va infecter un spectre particulier d'espèces bactériennes, ce qui d'ailleurs en font aujourd'hui, dans le cas des multirésistances et des souches XDR, éventuellement de nouvelles thérapies pour pouvoir essayer de traiter les infections bactériennes par des bactériophages. Donc les bactériophages, vous les connaissez, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous retrouvez donc la tête du phage, la capside, avec à l'intérieur un patrimoine génétique qui est généralement de l'ADN. Et voilà un peu en microscopie électronique ce que ça donne lorsque vous avez des bactériophages qui viennent s'ancrer avec ces systèmes d'accrochage à des bactéries. Alors les bactériophages, pour bien comprendre la transduction, il faut bien comprendre les mécanismes d'infection des bactériophages, sachant que globalement, le processus infectieux des bactériophages conduisent soit à un phénomène lytique, c'est-à-dire que l'infection va conduire tout de suite à la production d'une nouvelle progénie virale qui va généralement entraîner la mort de la bactérie. Donc c'est ce qu'on appelle donc le cycle lytique avec des phages lytiques. Et néanmoins, vous avez un autre mode d'infection, ce qu'on appelle la lysogénie. C'est-à-dire que certains bactériophages, lorsqu'ils vont infecter une cellule, ne vont pas engager un cycle lytique tout de suite. Ils vont tout simplement intégrer leur génome dans le génome de la cellule hôte et devenir ce qu'on appelle un prophage. Alors ce prophage, il peut rester comme ça, quelque part dormant dans le génome de la cellule hôte. Et donc la cellule peut continuer à se diviser en même temps, permettre de multiplier quelque part le prophage. Et très souvent, en condition de stress, ce prophage peut tout simplement s'exciser du génome et à ce moment-là engager un cycle lytique et donc permettre de produire une nouvelle progénie virale et puis entraîner la mort de ces bactéries. Alors, ce qui se passe lorsque Joshua Lederberg a fait ses expériences, il s'est rendu compte qu'il arrivait à obtenir des souches bactériennes qui avaient acquis de nouvelles compétences. Et ce dont il s'est rendu compte, c'est que certains virus, alors aussi bien des virus lytiques que des virus lysogéniques, lorsqu'ils réalisent le réempaquetage du génome dans les capsides virales, pouvaient parfois incorporer de l'ADN provenant de la cellule hôte qui avait été infectée. Et ces particules virales gardent la capacité à injecter ce matériel génétique qui a été incorporé par erreur, si je puis dire,
dans deux nouvelles cellules et donc, quelque part, de permettre de véhiculer de l'ADN bactérien d'une bactérie à une autre. Alors, bien évidemment, les capacités d'emport, si je puis dire, des bactériophages est limitée en fonction des différents types de bactériophages. Donc, par exemple, dans le cas de Lederberg, il s'est rendu compte en fait que dans son expérience, donc quand il avait fait cette expérience avec le tube en U, le filtre habituel, etc., et qu'il obtenait une fréquence de transformant qui était relativement faible, mais il s'est rendu compte que là-dedans, en fait, il avait un phage qui était le phage 22, et ce phage 22, eh bien, la capside du phage 22 peut importer du matériel génétique d'origine bactérienne qui peut occuper une taille d'à peu près 1% de la taille du génome bactérien. Alors, vous avez d'autres phages qui peuvent emporter des proportions plus importantes. Donc, par exemple, le phage P1 d'Escherichia coli, il peut emporter quasiment 2 ou 2,5 fois plus de matériel que le phage P22. Donc, ça reste quand même des fragments d'ADN qui, à l'échelle du génome d'Escherichia coli, qui fait plusieurs millions de nucléotides, ça fait plusieurs quand même centaines de milliers de nucléotides et permettent de transférer cet ADN dans une cellule receveur. Alors, quand cet ADN est injecté, bien évidemment, deux possibilités. Soit cet ADN ne s'intègre ou il n'y a pas de phénomène de recombinaison et l'ADN qui est injecté dans la cellule peut s'exprimer pendant un certain temps. Et c'est généralement, la plupart du temps, ce que l'on observe. Et à ce moment-là, on obtient ce qu'on appelle des bactéries qui sont diploïdes partiels et qui sont généralement ce qu'on appelle des transduits abortifs. Donc, une bactérie va acquérir de nouvelles propriétés pendant un temps limité et puis ensuite le perdre. Et c'est le cas le plus courant. Mais parfois, eh bien, on a la possibilité que l'ADN qui est transféré puisse se recombiner avec le matériel chromosomique de la bactérie receveuse. Alors, comment ? Alors, le mécanisme principal, c'est celui qui fait intervenir donc justement les bactéries qui sont lysogéniques. Puisque quand vous avez des bactéries lytiques, il n'y a pas d'intégration du génome, il ne fait que transférer, il injecte, recombinaison ou pas recombinaison. La plupart du temps, ça ne permet pas d'obtenir des bactéries qui ont été, si je puis dire, modifiées sur le long terme. Par contre, dans le cas des bactéries qui sont lysogéniques, leur particularité, c'est qu'ils possèdent des séquences particulières qui sont des séquences d'attachement, qui sont capables de reconnaître des séquences d'attachement au niveau bactérien et qui leur permettent de s'intégrer au génome de la cellule bactérienne. Donc, il existe des séquences particulières qui sont présentes dans les génomes des bactéries, qui sont reconnues par les génomes viraux pour permettre leur intégration. Cette intégration ne se fait pas n'importe où. Il y a des séquences bien particulières qui sont liées tout simplement à l'adaptation de ces virus à différentes espèces bactériennes et qui permettent donc aux bactéries non seulement de s'insérer dans le génome, mais également, lorsqu'elles rentrent à nouveau dans le cycle lytique, de pouvoir exciser ce génome qui va se recirculariser, être encapsidé normalement pour être injecté à une autre bactérie. Alors là où ça devient intéressant, c'est que lorsqu'on connaît que dans le cas des expériences de Lederberg, c'est que ces excisions notamment peuvent se faire de façon anormale. C'est-à-dire que les sites d'attachement entre le prophage et le génome viral ne se fait pas correctement. Et à ce moment-là, on peut avoir du matériel hybride, mi-viral, mi-bactérien, alors qui est généralement non fonctionnel parce qu'il ne permet pas au virus d'infecter la cellule et d'entamer un nouveau cycle viral, mais qui peut néanmoins être encapsidé, si ce n'est que bien, le site d'attachement il est modifié. Donc le site d'intégration il n'est plus normal. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que cette ADN-là, si elle est injectée dans une cellule, elle ne pourra pas s'intégrer au génome de la cellule receveuse. Et donc, à ce moment-là, le mécanisme qui pourra se faire, c'est essentiellement des mécanismes de recombinaison entre les portions de génome provenant de l'exogénote et de l'angiogénote. Et là, on peut obtenir un autre type si je puis dire,
de recombinaison avec ce qu'on appelle des hautes fréquences, non pas de recombinaison, mais des hautes fréquences de transduction, et qui permettent de transférer différentes portions de matériel génétique d'une bactérie dans d'autres bactéries, et d'avoir des taux de transformation qui sont quand même relativement importants, hein, parce que ça va jusqu'à des niveaux de transformation entre 10 et 50% des bactéries qui font ça. Alors, il y a une autre possibilité, c'est que si la bactérie qui est receveuse a déjà préalablement été infectée par un autre phage, on se retrouve à ce moment-là dans la bactérie receveuse avec des sites d'attachement qui sont déjà hybrides, qui sont mi-virales, mi-bactériens, et qui du coup deviennent compatibles avec ce type de motif d'intégration. Et à ce moment-là, on va avoir l'intégration de ce matériel mi-viral, mi-bactérien dans le génome de la cellule receveuse, mais à cette seule condition qu'un autre phage ait déjà fait une première insertion. Et généralement, ce phage qui a réalisé la première intégration, c'est ce qu'on appelle généralement un phage helper. Bon, il en existe différentes situations. Alors, ce qui peut ensuite entraîner des situations un peu particulières, parce qu'on peut avoir ensuite des excisions anormales ou avec des combinaisons un peu particulières. Donc voilà, donc les virus participent également donc au transfert d'informations génétiques entre bactéries. Donc voilà les trois principaux mécanismes. Je dis les trois principaux, les trois seuls, on n'en connaît pas d'autres actuellement, qui permettent je dirais, venir mettre un coup d'accélérateur par rapport aux mutations pour permettre aux bactéries de s'adapter le plus rapidement possible à leur environnement. Alors d'un point de vue purement, je dirais aujourd'hui anecdotique, toute la découverte de ces mécanismes de transfert d'ADN entre bactéries, transformation, conjugaison, transduction, etc., au tout début, ont permis de commencer à faire les premières cartes génétiques des bactéries. C'est-à-dire avant même qu'on découvre l'organisation des génomes. Par exemple, la conjugaison bactérienne, puisque la conjugaison part de l'origine de transfert, et plus un gène est proche de l'origine de transfert, plus la fréquence de recombinaison va être importante, a permis de commencer à établir les premières cartes génétiques pour savoir quelle était la disposition des gènes les uns à la suite des autres. Alors, c'était des travaux extrêmement fastidieux et a permis d'établir ce premier genre de cartes où voilà, vous voyez que là-dessus, vous avez une chronologie qui est mesurée ici en minutes, où on venait tout simplement regarder au cours du temps quels étaient les gènes qui étaient transférés, principalement au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, et comme ça, par exemple, jusqu'au bout d'une heure, de localiser donc la succession des différents gènes, de pouvoir positionner, par exemple, la position des sites d'attachement, où est-ce qu'ils se trouvaient, etc. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, plus personne n'aurait l'idée d'aller faire ça. C'est tellement lourd, tellement fastidieux, et puis c'est tellement rapide de faire du séquençage. Mais voilà, donc ça a permis quand même, dans l'attente des nouvelles technologies, de pouvoir commencer à connaître l'organisation des génomes et de comprendre parfois que une espèce bactérienne, elle n'est pas si homogène que ça. À l'intérieur d'une espèce bactérienne, vous pouvez avoir plusieurs souches. Donc, si vous prenez Escherichia coli, Escherichia coli, c'est plusieurs centaines de souches différentes en fonction éventuellement des gènes qu'ils ont pu acquérir, etc., sur la base d'un génome qui est commun à l'origine. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on bénéficie des nouvelles technologies pour pouvoir séquencer les génomes et de savoir comment ils évoluent, quelles sont les mutations qui ont pu apparaître dans de nouvelles souches, etc. Alors les chiffres que je vous mets là, j'ai vérifié ça, c'était l'année dernière. Donc aujourd'hui, sur les banques de données qui sont disponibles, qui sont en accès libre, on connaît aujourd'hui plus de 600 000 génomes bactériens qui ont été séquencés. Alors la majeure partie, pas en totalité, donc on connaît à peu près 30 000 génomes entièrement séquencés et qui servent très souvent pour certaines d'entre elles de séquences de référence. Et aujourd'hui, avec les techniques de séquençage de nouvelle génération,
séquencer un génome bactérien aujourd'hui avec des systèmes millipores, etc. Même au laboratoire ici d'analyse, maintenant, ils commencent à en avoir. Hein, c'est tout simple, c'est pas plus gros qu'une clé USB que l'on branche sur l'ordinateur et en l'espace une dizaine d'heures, on est capable de séquencer le génome d'une souche bactérienne. Voilà, donc ça devient des outils qui se démocratisent largement aujourd'hui. Alors, tout ça a amené à quoi? Alors, tout ça a amené notamment initialement à un souci qui est bien évidemment d'essayer de classer les bactéries. Alors, bien évidemment, avant qu'on comprenne, qu'on connaisse le fonctionnement des génomes et le support de l'information génétique, les seuls critères qu'on avait pour essayer de classer les bactéries, c'était classer phénotypique. Donc, les premières classifications, il ne faut pas s'étonner, c'est des classifications qui étaient basées sur les phénotypes bactériens. Alors, classification qui a été quand même utilisée jusque dans les années 60 et qui prenait en compte des caractères morphologiques, biochimiques, la sporulation, etc., la sensibilité aux bactériophages, etc. Et dans les années 60, on était comme ça arrivé pour la classification les critères de classification comportaient plus de 100 critères. Alors, avec l'avènement de la biologie moléculaire et du séquençage notamment, tout ça a été un petit peu, je n'allais pas dire effacé, mais on est passé à quelque chose d'un petit peu plus simple, où aujourd'hui, la taxonomie bactérienne, c'est une taxonomie qui est basée sur les propriétés moléculaires. Donc, comment on fait pour classer les bactéries, pour dire qu'aujourd'hui, si une bactérie fait partie d'une espèce, d'un genre particulier, etc. Donc, je vous rappelle les règles. Aujourd'hui, quand vous reprenez la classification, donc les bactéries, donc le domaine bactérien, ils sont classés en différents phylums principalement. Donc, c'est bien évidemment des prokaryotes, ça, j'y reviens pas. Et ensuite, en grands phylums, et puis surtout, au niveau médical, ce qu'on va surtout essayer, c'est positionner les bactéries au minimum au niveau du genre, voire au niveau de l'espèce, et parfois au niveau de la souche. Donc n'oubliez pas, quand vous voulez désigner une bactérie, le nom s'écrit toujours en italique, le nom de genre commence par une majuscule, et le nom de l'espèce est entièrement écrit en minuscule, et derrière on peut rajouter la nature de la souche. Donc ça peut être Escherichia coli 1, 2, 3, en fonction de leur découverte, etc. Alors aujourd'hui, la classification des bactéries, c'est une classification, la taxonomie, elle est purement moléculaire. Et elle est basée sur quoi? Elle est basée sur des critères d'homologie entre séquences. Donc on utilise aujourd'hui des techniques d'hybridation ADN-ADN. On va aller regarder tout simplement le taux d'homologie. Parce que ça reste quand même, si à chaque fois qu'on doit identifier une bactérie, séquencer entièrement son génome ou faire de l'hybridation, c'est quand même relativement lourd. Et avec les techniques de séquençage qui se démocratisent aujourd'hui, généralement, la plupart du temps, on se contente essentiellement d'aller séquencer l'ADN ribosomique ou l'ARN ribosomique qui correspond à la sous-unité 16S. Et c'est généralement l'élément qui sert de référence. Alors, toujours est-il que les bactéries, on les classe quand même par genre, par espèce. Or, il se pose un problème qui est qu'est-ce qu'on doit considérer comme étant une espèce chez les bactéries? Parce que vous connaissez la définition des espèces qui date de Ernst Mayr en 1942, où je vous la remets ici. Les espèces, c'est quoi? Ce sont des groupes de populations naturelles. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Chez les bactéries, il y a différents groupes de populations. Effectivement ou potentiellement interfécondes. Or, on l'a bien vu, chez les bactéries peuvent s'échanger du matériel chromosomique, du chromosome plasmidique, mais il n'y a pas de bactéries mâles, il n'y a pas de bactéries femelles, et qui sont donc généralement isolées d'autres groupes qui sont similaires. Donc, ça veut dire que cette définition de l'espèce, elle ne s'applique pas bien aux bactéries. Donc, sur quels critères on se base aujourd'hui pour déterminer si une bactérie fait partie d'une espèce ou non? Donc, la taxonomie phénotypique, on la laisse tomber aujourd'hui. Aujourd'hui, la taxonomie moléculaire prend 3 critères en considération pour décider si des bactéries font partie de la même espèce ou du même genre. Donc, première chose que l'on fait, qui découle directement des tests d'hybridation, c'est de mesurer le coefficient de GC. Donc, on sait que plus
deux organismes vivants sont proches, plus généralement, leurs coefficients de guanine et de cytosine et par corollaire d'adénine et de thymine vont être extrêmement proches. Donc, quand on a un pourcentage de GC qui présente une différence inférieure à 3%, c'est le premier critère que l'on prend en considération pour dire qu'elles appartiennent probablement à la même espèce. Et lorsque cette différence est supérieure à 10%, elles font probablement partie de genres différents. Mais ce n'est pas le seul critère que l'on prend en considération. On fait également donc, les tests d'hybridation où on regarde le taux d'hybridation, qui doit être au moins supérieur à 70%, avec des tests de melting température. Pareil, ça permet de vérifier, c'est une méthode alternative pour vérifier l'hybridation entre ADN. Et pour faire partie d'une même espèce, ils doivent avoir une variation de TM inférieure à 5 degrés. Et au niveau de l'ADN ou de l'ARN ribosomique 16S, avoir plus de 97% d'identité. Donc autant vous dire qu'au laboratoire, quand on veut savoir à quelle espèce on a affaire, les labos ne font pas ces tests-là tous les jours. Mais c'est ce qui est utilisé au niveau international pour pouvoir déterminer si les bactéries font partie d'une même espèce ou pas. Tout en sachant que ces critères, ils sont valables aujourd'hui. Rien ne vous garantit que demain, ce sont les mêmes critères. Le comité international se bat aujourd'hui, notamment pour que le séquençage de l'ARN ou de l'ADN ribosomique soit supérieur à 99%. Ce qui fait que aujourd'hui, vous apprenez que telles bactéries font partie de la même espèce, ce sont deux souches différentes, et puis demain, dans la nouvelle nomenclature, chaque souche va devenir une nouvelle espèce. Donc, la classification bactérienne est quelque chose qui n'est pas stable et qui continue à évoluer en permanence. Donc, sachez-le. Donc, vous ne tenez pas aujourd'hui que vous allez apprendre telle bactérie avec tel nom de genre, tel nom d'espèce. Et puis demain, on va vous dire, non, cette fois-ci, il ne faut plus l'appeler comme ça. Son nouveau nom, c'est celui-là. Et c'est un peu parfois problématique. Alors, toujours est-il que si on se rapproche de la santé humaine, parce que des espèces bactériennes, vous en avez qui ne colonisent même pas l'homme, il y en a qui ne vivent que dans l'environnement et qui ne nuisent même pas à la santé ni humaine ni animale. Si on s'intéresse essentiellement en termes de pathologie humaine, si on regarde les gros embranchements à partir des prokaryotes et les bactéries, principalement, aujourd'hui, on les divise. Alors, vous voyez que je garde une fourchette qui est quand même assez large parce qu'il n'y a pas encore de consensus, en 20 ou 30 groupes différents, donc ce qu'on appelle les grands phylums. Et donc, si on regarde les grands phylums qui ont un impact en termes de santé humaine, c'est ceux que je vous ai mis, que je vous ai entourés en rouge ici. Donc, parmi les grands phylums qui impactent la santé humaine, vous allez retrouver les phylums que sont notamment les bactérioïdètes, les chlamydiales, les spirochètes, les protéobactéries, les firmicutes et les actinobactéries. Et puis, je vous ai mis quelques représentants des différents genres qui appartiennent à ces différents phylums et qu'on retrouve relativement couramment en santé humaine. Donc, vous retrouvez bien évidemment Escherichia coli parmi les protéobactéries, le staphylocoque doré qui fait partie des firmicutes, l'agent de la tuberculose, Mycobacterium tuberculosis, pour les actinobactéries, etc. Donc voilà, alors la dernière fois que le comité de classification s'était réuni, c'était en 2022, il devrait se réunir à nouveau cette année normalement. Donc il y a peut-être des choses qui vont changer. Alors je ne pense pas que ça va changer énormément au niveau des grands phylums. Par contre, très souvent, il y a des changements au niveau des genres ou des espèces qui sont, comme vous le voyez, extrêmement nombreuses. Donc voilà, donc tenez-vous informés un petit peu de tout ça. Alors pour en revenir au concret, comment on fait au laboratoire lorsqu'on a un patient et qu'on veut identifier quelle est la bactérie qui est responsable de cette infection? On va faire d'abord un prélèvement, donc ça peut être un couviennage nasal, ça peut être une ponction, etc. Et puis, pour déterminer à quoi on a affaire, aujourd'hui, on utilise encore une classification bactériologique médicale dite simplifiée, où on prend des caractères qui sont facilement analysables. Donc, généralement, la plupart du temps, quand on fait un prélèvement, première chose qu'on fait, on dépose un échantillon sur une lame, et puis on va aller vérifier quelques critères. Notamment, on va réaliser ce qu'on appelle une coloration de Gram, déterminer si cette bactérie elle est Gram positive ou Gram négative. Alors, toutes les bactéries ne prennent pas forcément bien le Gram, donc sachez-le.
Ensuite, on fait des analyses morphologiques, notamment pour distinguer les bactéries qui sont rondes, donc les cocci, des bacilles. Et parfois, on prend en compte certains critères en faisant des colorations particulières. On vérifie le métabolisme respiratoire, notamment est-ce que ce sont des bactéries aérobies ou anaérobies. Et simplement sur la base de ces critères-là, on est généralement capable au moins de pouvoir identifier la bactérie au niveau du genre, voire au niveau de l'espèce. Et la plupart du temps, ce n'est pas plus compliqué. Alors, je dirais que ça marche dans la plupart des situations. Après, parfois, on peut se trouver effectivement face à des prélèvements où on a du mal quand même à pouvoir identifier. Et à ce moment-là, bah oui, on peut être amené à devoir lancer un séquençage pour identifier au niveau du laboratoire. Et si au niveau du laboratoire, on tombe sur des choses bizarres qu'on ne connaît pas, eh bien, vous avez ce qu'on appelle les centres nationaux de référence, les CNR, où on prend l'échantillon, on le leur envoie, et c'est eux qui confirmeront la nature exacte du germe auquel on a affaire. Est-ce que c'est un nouveau variant, une nouvelle souche, ou est-ce que c'est quelque chose qui est déjà connu, etc. Donc, que vous dire de plus là-dessus? Vous dire que ça, on le mettra en œuvre. Vous aurez une séance de travaux pratiques de 4 heures durant le semestre, où vous aurez à manipuler des bactéries. On fera beaucoup de bactériaux, on fera un peu on manipulera quelques champignons aussi, on ne fera pas de viraux. Alors, c'est une séance de 4 heures, on ne peut pas tout faire, on essaiera de faire un maximum de choses. Donc, vous aurez une séance de TP où vous manipulerez des vraies souches, alors pas des souches de laboratoire, des souches provenant de vrais patients. Donc, qui peuvent présenter un caractère infectieux. Alors, bien évidemment, je vous rassure, on ne va pas aller vous faire manipuler des souches multirésistantes qui peuvent présenter un risque majeur pour vous. Je vous en ramènerai quand même, vous en verrez, des BMR, etc., mais je les scellerai bien, etc. Voilà, donc vous aurez à les manipuler, vous ferez des expériences pour voir comment on fait de l'identification bactérienne, les aspects macroscopiques, on fera pas mal de microscopie. Alors, ces TP-là devraient se faire à peu près en parallèle en même temps que les TP d'hémato. Donc certains auront probablement déjà fait de la microscopie en hémato, ce qui nous permettra de gagner du temps en bactériaux ou inversement. Donc voilà, donc vous ferez de la mise en culture, donc vous verrez ce que c'est que les milieux de culture, etc. Donc consignes par rapport à ça, ces TP bien évidemment sont obligatoires. Donc vous recevrez vos répartitions par groupe. Alors les salles de TP sont limitées à 22 étudiants, ce qui veut dire qu'il n'y a pas moyen de se greffer comme ça par hasard sur un groupe. Donc vraiment respectez les groupes où vous devez être. Et si jamais il y a une problématique, parce que ce jour-là vous aviez un rendez-vous très important, vous voyez la gestion pédagogique pour éventuellement vous intervertir avec quelqu'un d'autre. Parce que d'un point de vue purement réglementaire, si un groupe